En 1983, Gene Simmons rencontre Shannon Tweed au manoir Playboy. Il lui faudra 28 ans pour l'épouser, mais leur mariage en 2011 n'était pas une question d'amour. Il s'agissait plutôt de dissimuler un scandale qui avait failli détruire sa famille. Des images récemment découvertes de leur émission de télé-réalité révèlent des conversations qui n'auraient jamais dû être rendues publiques. Son fils a été impliqué dans un scandale de plagiat. Des documents juridiques datant de 2025 font état d'incidents impliquant des employés. L'homme qui prétendait avoir couché avec 4 800 femmes fait aujourd'hui face à des conséquences qui vont bien au-delà de sa réputation de fou. Gene Simmons n'a pas toujours été Gene Simmons. Il est né sous le nom de Chaim Witz le 25 août 1949 à Haïfa, en Israël. Sa mère, Flora Klein, venait de survivre à l'enfer. Née en Hongrie en 1925, elle avait échappé de justesse au camp de concentration nazi. Son père, Ferenc Joachim Witz, s'était également enfui de Hongrie et avait épousé Flora en 1946. Ils s'installèrent en Israël en 1947, juste avant la naissance de l'État, alors que les forces britanniques leur barraient encore la route. Leur passé était lourd de souffrance, et cette souffrance se répercuta discrètement sur tout ce que Chaim allait devenir. À l'âge de 6 ans, en 1955, la situation a empiré. Le mariage de ses parents s'est effondré, principalement à cause du manque d'argent. Son père est resté en Israël. Sa mère l'a élevé seule à Tirat Carmel. Elle travaillait presque tous les jours dans des usines, cousant des boutons juste pour les nourrir. Parfois, il n'avait que du pain et du lait au dîner. À 7 ans, Chaim essayait déjà d'aider. Il cueillait des fruits sauvages avec un ami et les vendait au bord de la route. Il savait ce que signifiait la lutte. Il fabriqua son premier manteau d'hiver avec une couverture militaire. Le froid lui était égal, mais il n'avait pas d'autre choix. Sa mère travaillait tard le soir, et il s'endormait souvent en pleurant dans une maison vide. À l'école, ce n'était pas plus facile. D'autres enfants le harcelaient parce qu'il était différent. Même dans l'Israël d'après-guerre, une partie de la haine que sa mère avait fui le suivait en classe. Mais quelque chose d'autre le rattrapait aussi. Les bandes dessinées, Americans, Spider-Man, Superman, c'étaient ses échappatoires. Il ne savait même pas encore lire l'anglais, mais il essayait quand même. À 7 ans, il parlait déjà l'hébreu, le hongrois et le turc. Et maintenant, il apprenait aussi l'anglais en secret. Tout cela parce qu'il voulait comprendre les héros de ses bandes dessinées. Dans un monde qui se remettait encore de la guerre, où la nourriture était rare et l'espoir rare, ces histoires lui donnaient un point d'appui. Sa mère parlait peu de ce qu'elle avait traversé, mais la douleur était toujours présente. En 1957, Chaim commençait à y voir plus clair. Elle n'avait que 14 ans lorsque les nazis l'ont forcée à travailler, ramassant des pommes de terre dans les champs sous les yeux des soldats armés. Elle portait des vêtements marqués d'une croix, se déplaçant d'un camp à l'autre, regardant son monde disparaître. Un membre de sa famille à la fois. Elle n'avait pas besoin de l'expliquer avec des mots. Son silence, sa surprotection et sa façon parfois injustifiée de pleurer. Chaim le comprenait. Cela avait laissé quelque chose en lui aussi. Un besoin de ne jamais se sentir faible, de ne jamais laisser personne le voir se briser. La même année, en 1957, Flora prit une décision qui allait tout changer, avec presque rien à son actif. Elle quitta Israël avec Chaim. Ils arrivèrent dans le Queens, à New York, sans argent, sans parler anglais et sans famille. Son père resta au pays, se remaria et commença une nouvelle vie. Chaim ne le revit plus jamais. Il devint Eugene Klein et prit un nouveau départ. Les toilettes à chasse d'eau et les plateaux repas l'émerveillaient. Mais l'adaptation ne fut pas facile. Flora travaillait de longues heures dans les usines de Brooklyn, parfois 15 heures par jour. Gene devait se débrouiller seul avec des babysitters et apprendre les règles d'un monde nouveau et étrange. Il a fréquenté une école juive pendant un temps, mais il n'y était pas à sa place. Il a ensuite intégré l'école publique. Il a obtenu son diplôme du lycée de Newtown en 1967. Au début, les enfants se moquaient de lui à cause de sa façon de parler. Son accent le faisait se sentir étranger partout où il allait. Mais il ne se laissait pas abattre. Il vendait des cactus de porte en porte. Il a de nouveau cueilli des fruits, comme en Israël. Chaque insulte, chaque rejet le poussait à redoubler d'efforts. Il a commencé à apprendre l'anglais plus vite en regardant la télévision et en lisant davantage de bandes dessinées. C'est à ce moment-là que son obsession pour la culture pop a explosé. En 1959, à seulement 9 ans, il a de nouveau changé légalement de nom.
Cette fois pour Gene Klein. Il a choisi Gene en référence à des acteurs cowboys comme Gene Autry. Il était désormais pleinement américain, même s'il vivait encore dans un appartement exigu avec sa mère et ses cousins. Il tomba amoureux de la télévision, et plus particulièrement du Ed Sullivan Show. Lorsque les Beatles apparurent le 9 février 1964, quelque chose en lui s'illumina. Il voulait cette vie. Il voulait la scène, la célébrité. Il voulait se sentir quelqu'un. Mais au fond, il se sentait toujours comme le garçon sans rien. Il lui arrivait même de se faire passer pour un Britannique. Copiant l'accent des Beatles pour s'intégrer, les filles adoraient d'œil. Il était maladroit, hésitant, traversant les bouleversements de l'adolescence. Mais son charme grandissait peu à peu. Dans les années 1960, Gene acceptait tous les emplois qu'il trouvait. Il travaillait dans des boucheries, où il coupait de la viande. Il travaillait également dans des épiceries fines, derrière le comptoir. Il ne gagnait que 1,25 $ de l'heure. Mais il économisait tout. La pauvreté lui avait appris à compter chaque centime. Il évitait l'alcool, même en soirée. Il remarquait que les hommes plus âgés étaient ivres et négligents. Il restait vif. C'est comme ça qu'il attirait les filles. Il l'a dit lui-même. Il a utilisé sa clarté, tandis que tous les autres ont perdu la leur. Il a commencé à apprendre la guitare et à s'entraîner constamment. Après avoir vu les Beatles à la télévision, il n'a plus pu s'arrêter. Il a formé de petits groupes et a commencé à construire son avenir alors qu'il était encore étudiant. En 1968, il est entré au Sullivan County Community College. Il a étudié l'éducation, obtenu un diplôme d'associé en 1970 et a même enseigné en 6e à Spanish Harlem pour 75 $ par semaine. Mais son cœur n'était pas dans l'enseignement. Il s'est associé à Paul Stanley et a formé un groupe appelé Rainbow, qui est rapidement devenu Wicked Lester en 1970. Il jouait dans des clubs le soir et travaillait à d'autres postes le jour. Gene a même travaillé pour un magazine de mode. Il a également fait de la traduction en hongrois, turc et espagnol, appris enfant auprès de babysitters et de voisins. Mais la musique était son âme. Il a essayé différents sons, a même enregistré quelques chansons solo sous son nom. Pendant ce temps, il envoyait de l'argent à sa mère, portant encore le poids de sa survie et de tout ce qu'elle avait perdu en 1945. Et puis, il y a eu ce passage de son histoire qui a choqué même ses fans. Gene Simmons raconte avoir perdu sa virginité à presque 14 ans, en 1963. Il n'était qu'un enfant qui livrait le journal. Un soir d'hiver, juste avant Noël, il a frappé à la porte d'un client. Elle répondit en pleurant, vêtue seulement d'une fine chemise de nuit. C'était une femme mariée. Que se passa-t-il ensuite? Il le décrivit plus tard en détail dans son livre. Ce n'était pas seulement le début de sa vie sexuelle. En 1966, Gene Simmons s'associa à Paul Stanley, avec Steve Coronel, Brooke Ostrander et Tony Zarella. Ils formèrent un groupe appelé Wicked Lester. Le son était un étrange mélange de folk et de rock, né de l'imprévisibilité de la scène musicale new-yorkaise. Le 15 octobre 1972, ils avaient enregistré un album complet au studio Electric Lady, construit par Jimi Hendrix. Epic Records avait investi beaucoup d'argent pour le réaliser, mais leur directeur artistique, Don Ellis, l'avait détesté. Il jugea le son trop brouillon et trop étrange pour la radio, et il le mit donc de côté pour toujours. Ce refus frappa durement Gene. Il s'était investi corps et âme dans le projet, et maintenant, il était mort avant même d'avoir commencé. Furieux, Gene et Paul virèrent Steve Coronel, embauchèrent Ron LeJack pour une courte période, puis fermèrent définitivement Wicked Lester. Mais ce ne fut pas la fin. Après la célébrité de Kiss, Gene et Paul payèrent cent 38 $0 en 1977 pour acheter les vieilles cassettes de Wicked Lester, histoire de s'assurer qu'elles ne soient jamais publiées. Ils craignaient que le vieux son ne ruine l'image audacieuse qu'ils étaient en train de construire. Pourtant, des bootlegs ont fuité sur Internet plus tard, révélant des chansons comme She et Love Her All I Can, que Kiss réenregistrerait plus tard sans créditer la formation originale. Ce groupe raté a donné naissance à quelque chose de plus grand. En janvier 1973, Gene et Paul en avaient fini avec Compromise. Ils tombèrent sur une annonce dans Rolling Stone de Peter Criss, un batteur chevronné ayant joué dans des groupes comme Lips et Chelsea. Il les rejoignit rapidement. Ils ont ensuite découvert Ace Frehley grâce à une publicité du Village Voice. Ensemble, ils ont créé quelque chose de totalement nouveau. Ce n'était pas un groupe de rock classique. Ce spectacle promettait d'être déjanté, mêlant de maquillage, feu et de fantaisie.
inspirés par le shock rock d'Alice Cooper et le style glamour des New York Dolls. Ils lancèrent The Kiss. Leur premier spectacle eut lieu le 30 janvier 1973, dans un petit club du Queens, The Coventry, autrefois appelé le Popcorn Club. Seules 3 personnes étaient présentes, dont certaines étaient des amis du groupe. Mais ce soir-là, Gene a craché du feu sur scène pour la première fois. Un spectacle inoubliable, sans un seul tube ni une seule diffusion sur MTV. Ils ont réussi à se créer un public. La nouvelle s'est répandue par le biais des magazines de fans et des concerts, et non par la radio. En moins de 18 mois, ils étaient en tête d'affiche du stade d'Anaheim en 1974. Gene a déclaré plus tard que leur composition était si étrange et inoubliable qu'elle laisse rester gravée dans les mémoires. C'était brut, étrange, et ça se répandait. En 1973, Gene créa le Daemon, inspiré par des films d'horreur comme Black Sabbath et des personnages de comics comme Black Bolt. Il se peignit des ailes de chauve-souris autour des yeux et se mit à cracher du feu et du sang sur scène. Il avait appris les astuces d'un professionnel. Lorsque le groupe a commencé à expérimenter le maquillage, il n'avait pas vraiment de plan. Gene a opté pour l'horreur. Peter se dessina des moustaches sur le visage, comme un chat. Ace se transforma en extraterrestre. Debout devant des miroirs, il peignait avec frénésie, essayant de créer quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Leur premier concert attirait à peine une douzaine de personnes. À Coventry, les foules variaient de 10 à 15 personnes, parfois moins. Mais ces quelques spectateurs sont repartis en parlant. Même avant Internet, les jeunes se le transmettaient. Gene disait que c'était collant et étrange, mais que ça fonctionnait. Ce maquillage, ce feu et ce sang transformaient la frustration en fascination. Ils n'avaient pas besoin d'un tube radio. Il leur fallait juste être inoubliables. En août 1973, un certain Bill Alcoin vit Kiss jouer à l'hôtel Diplomate. Il crut tellement en eux qu'il leur promit de leur décrocher un contrat d'enregistrement en 2 semaines. Et il le fit. Le 1 novembre, il signait avec Casablanca Records, un tout nouveau label dirigé par Neil Bogart. Peter Criss était tellement excité à l'annonce de la nouvelle qu'il en est tombé de ses talons compensés. Le groupe a rapidement enregistré son premier album avec l'aide du producteur Eddie Kramer. L'album est sorti le 18 février 1974. Les ventes furent faibles au début, seulement 75 exemplaires. Mais le groupe ne s'arrêta pas là. Ils donnèrent plus de 300 concerts cette année-là. Casablanca Records était au bord de la faillite, mais les tournées incessantes de Kiss les maintenaient en vie. Neil Bogart doutait d'abord de leur artifice de maquillage, mais en voyant le public grossir, il comprit que ça fonctionnait. En 1975, il remplissait les stades, sans jamais connaître le moindre succès radiophonique majeur. Gene a qualifié ce pari de légende. Durant ses premières années, Gene a développé une étrange habitude. Il a commencé à prendre des photos Polaroid de ses ébats sexuels. Chaque femme devait présenter la clé de l'hôtel comme preuve. Au fil des ans, il a affirmé avoir pris près de 5 de ces photos, se vantant lors d'interviews d'avoir couché avec plus de 4 Sense femmes. Il a même montré ses photos à ses amis et à ses invités. Grace Slick de Jefferson Airplane a qualifié cela de dégoûtant. Gene les gardait tous enfermés dans une boîte. Sa femme Shannon Tweed les a retrouvés après leur mariage en 2011 et les a brûlés en direct dans leur émission de télé-réalité, mettant fin à ce chapitre de sa vie. Bien que Gene n'ait jamais touché à la drogue, son addiction au sexe est devenue partie intégrante de son personnage déchaîné sur scène. Des petites cobs au stade gigantesque. Il a transformé le chaos en performance et en puissance. Tout a basculé le 10 septembre 1975. C'est à ce moment-là qu'ils ont sorti leur album live. Alive, c'était un son puissant, sans filtre, imprégné de la folie de leurs concerts. On entendait le feu, les cris et le sang dans chaque morceau. Des chansons ont été enregistrées à Détroit, Cleveland, Wildwood et Davenport tout au long de l'année. Les 6 mai, 21 juin, 23 juillet. L'album a été quadruple disque de platine, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires. Il a atteint la 9e place du classement Billboard et y est resté 10 semaines. Ce disque a sauvé Casablanca de la faillite. Neil Bogart a même été poursuivi en justice à l'époque. Et le succès de Kiss a permis au label de se remettre sur pied. Le titre de l'album, Alive, était un clin d'œil à l'album live de Slade de 1972, qui les avait inspirés. C'était la preuve que le mélange, le feu, la folie, tout fonctionnait. Soudain,
Ils n'étaient plus seulement un groupe étrange, ils représentaient l'avenir du rock. En 1976, ils allèrent plus loin. Destroyer sortit le 15 mars, avec Bob Ezrin aux commandes. Il y ajouta des cordes, une chorale d'enfants, des sons de batterie inversés et des effets sonores. Cria à tue-tête et atteignit la 31e place du Billboard Hot 100. La chanson de Gene, God of Thunder, était pleine de cris et de ténèbres. Mais Ezrin ne lui a pas facilité la tâche. Lorsque le groupe lui a donné 15 démos en août 1975, il les a presque toutes jetées. Il a réécrit leurs chansons, réarrangé la musique et a même joué lui-même de la basse sur Detroit Rock City. Certains morceaux s'inspirent de la musique classique, comme la sonate pathétique de Beethoven, samplée pour susciter de grandes attentes. Les répétitions débutèrent en août 1975, lors d'une pause de la tournée Alive, et les sessions d'enregistrement se poursuivirent au studio Electric Lady en septembre et janvier. L'ego de Gene grandissait à chaque succès, et tandis qu'Ezrin peaufinait le son, Gene veillait à ce que sa propre personnalité reste au premier plan. À la fin des années 1970, les tournées sont devenues bien plus que de simples concerts. C'étaient de véritables spectacles. La tournée Dynasty de 1979 s'est déroulée du 15 juin au 16 décembre, avec Gene survolant la scène et la guitare d'Ace Frehley lançant des fusées sur des accessoires crachant de la fumée. Leur technicien, John Elder Robeson, a créé ces effets époustouflants. Ils ont donné 92 concerts à travers l'Amérique du Nord, mais des fissures apparaissaient. Certaines salles étaient trop vides, comme les concerts annulés au Pontiac Silverdome ou les concerts réduits à Los Angeles. Peter Criss était en difficulté. Sa consommation de drogue empirait. Il commençait à saboter les concerts, s'arrêtant de jouer de la batterie en plein concert juste pour s'en prendre violemment. Gene a parlé d'autodestruction dès le dernier concert à Toledo, le 16 décembre 1979. Il était clair que le groupe original était en train de s'effondrer. Les fans ont senti le changement, et le disco s'est insinué dans leur musique. Les familles ont commencé à venir au concert plutôt que les fans de rock hardcore. Gene continuait à voler. Mais le groupe déclinait rapidement. En 1978, tout est devenu plus étrange. Le 28 octobre, NBC a diffusé un téléfilm insolite intitulé Kiss Meets the Phantom of the Park. Produit par Hanna-Barbera, l'équipe derrière Scooby-Doo. Kiss y jouait son propre rôle, des super-héros combattant un inventeur maléfique dans un parc d'attractions. Gene improvisait des répliques sur la domination du monde, faisant écho à son projet réel de faire de Kiss une marque mondiale. Le jeu d'acteur était catastrophique et les fans détestaient ça. Gene adorait l'attention, mais le reste du groupe essayait de faire comme si de rien n'était. Le film était si embarrassant qu'il était interdit aux personnes présentes sur le plateau d'en parler. Pourtant, il est devenu culte, surtout en Europe, où il a été rebaptisé l'Attaque des fantômes. Le projet a prouvé que l'ego de Gene n'était pas seulement énorme, il était inarrêtable. La même année, les 4 membres ont sorti des albums solo le 18 septembre. Le disque de Gene s'est vendu plus que certains albums du groupe Kiss. Il comprenait des reprises étranges comme When You Wish Upon a Star et des apparitions de Cher et Bob Seger. Cette chanson parlait de radioactivité et de fantasmes tordus. Entre-temps, Kiss sort Dynasty le 23 mai 1979 avec I Was Made for Loving You, qui atteint la 11e place du Billboard. L'album se vend à plus d'1 million d'exemplaires et est certifié disque de platine dans 5 pays. Cependant, l'influence du disco nuit à leur image. Les fans de rock s'en vont et les ventes de billets s'effondrent. Les salles de concert rétrécissaient. La magie s'estompait. Peter Criss n'a joué de la batterie que sur un seul morceau avant de quitter définitivement le groupe. Les fissures s'étaient transformées en fissures. Le 18 septembre 1983, Kiss a commis l'impensable. Ils se sont démaquillés en direct sur MTV. Après 10 ans de mystère, ils ont révélé leur véritable visage. Au même moment, ils ont sorti Lick It Up, disque de platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le son était plus lourd, plus brut, plus agressif. Le pari a fonctionné. Les ventes ont bondi et les fans sont revenus. Gene a vu cela comme une renaissance. À cette époque, Kiss proposait plus de scènes produits sous licence, des figurines aux boîtes à lunch, et générait des millions de dollars grâce à ses produits dérivés. Les masques avaient disparu. L'entreprise était en plein essor.
En 1984, Gene fait une pause dans la musique et se lance à Hollywood. Il incarne le méchant Luther dans le thriller de science-fiction Runaway, réalisé par Michael Crichton. C'est un savant fou qui utilise des robots tueurs pour assassiner des gens. S'inspirant de son personnage de démon, Gene a livré des répliques avec un flair dramatique et est mort aux mains de sa propre création. Pendant ce temps, dans le groupe, Peter Criss avait été renvoyé en 1980 après avoir perdu le contrôle de son addiction. Gene a qualifié cette amputation d'inévitable. Eric Carr prit la relève comme nouveau batteur, connu sous le nom de The Fox. Ce fut une perte douloureuse, mais cela leur permit de prendre un nouveau départ. En 1989, Kiss sortit Hot in the Shade avec la ballade Forever, qui se classa 8e au Billboard Hot 100. L'album s'est vendu à plus de 500 exemplaires et est devenu leur plus grand succès des années sans maquillage. Mais le son était doux, plus romantique que rebelle. Les fans étaient perplexes, mais les ventes disaient le contraire. In coulisses, Gene continuait de séduire les femmes. Ses aventures ont perturbé le travail du groupe. Il a manqué des séances. Il a préféré Hollywood aux répétitions. Eric Carr a chanté pour la première fois sur Little Caesar, mais ce serait son dernier album avant sa mort en 1904, Vince 11. Les distractions de Gene ont failli tout détruire. Dans son autobiographie de 2000 ans, Kiss and Make-up, Gene a révélé toute la vérité. Il avait couché avec plus de 4 saintes femmes au cours de sa carrière dans le groupe. L'une des histoires les plus folles remonte à la fin des années 70. Il fréquentait Cher entre 1979 et 1980, mais finissait par tomber amoureux de sa meilleure amie, Diana Ross. Tout a commencé par une simple virée shopping de Noël et s'est transformé en un véritable triangle amoureux. Cher ne leur a jamais pardonné. Le scandale a éclaté dans le magazine People et est devenu l'une des trahisons les plus célèbres de l'histoire du rock. Gene resta ami avec les deux femmes, mais les dommages furent permanents. Puis survint le plus grand retournement de situation. En 1996, les membres originaux de Kiss se réunirent. The Make-up est de retour. Les concerts ont affiché complet partout. Ils se sont produits dans 75 villes, ont donné 92 concerts et ont vendu 1,2 million de billets. La tournée a rapporté 5,43 millions de dollars. Mais en coulisses, la tension était palpable. Frehley et Chris touchaient un salaire fixe de 80 dollars par spectacle, tandis que Gene et Paul empochaient 50 dollars de bénéfices supplémentaires. Des procès ont suivi. De vieilles blessures se sont rouvertes. Le succès était réel, mais les problèmes l'étaient tout autant. Alors même qu'ils battaient un des records, ils se séparèrent à nouveau. De 2006 à 2012, Gene Simmons s'est laissé suivre par les caméras dans une émission de télé-réalité intitulée Gene Simmons Family Jewels. Les fans ont ainsi pu découvrir sa vie de famille avec sa compagne de longue date, Shannon Tweed, et leurs deux enfants, Nick et Sophie. Elle omettait une grande partie de son passé mouvementé. Puis, en 2008, une sextape le montrant avec une autre femme a fait surface. Il a intenté une action en justice, dénonçant une violation de la vie privée. Mais le plus grand rebondissement est survenu en 2011, lorsque, après 28 ans d'évitement, Gene a finalement épousé Shannon. Le mariage a fait la une des journaux. Certains téléspectateurs ont critiqué la série pour ses scènes exagérées, notamment un faux accord pour l'achat d'une équipe de football australienne. Mais elle a tout de même réussi à humaniser un homme autrefois connu uniquement pour son maquillage et son chaos. L'empire commercial de Gene a continué de croître. Dans les années 2000, il avait apposé le logo Kiss sur plus de 5 produits. On le retrouvait partout, des flippers au préservatif, en passant par les cercueils. La marque était partout. Les ventes ont dépassé le milliard de dollars. Mais en 2017, il est allé trop loin. Gene a tenté de déposer le célèbre geste des cornes du diable, affirmant l'avoir inventé en 1974. Son dossier le décrivait comme une pose avec l'index et l'auriculaire levé et le pouce levé, semblable au signe « Je t'aime » en langue des signes américaine. La réaction fut immédiate. Les fans de métal étaient furieux. Les critiques lui rappelèrent que des artistes comme John Lennon et Ronnie James Dio utilisaient ce geste bien avant Kiss. Quelques jours plus tard, Gene abandonna sa tentative, mais ce coup montra clairement jusqu'où il était prêt à aller pour prendre le contrôle. Les ennuis l'ont également poursuivi dans d'autres domaines. En 2010, Gene a été poursuivi en justice par la maquilleuse d'ESPN, Victoria Jackson,
qui l'accusait de s'être comporté de manière inappropriée lors d'une apparition dans SportsCenter en 2009, alors qu'il était en costume. Elle a affirmé qu'il l'avait prise dans ses bras et l'avait baisée. Jane a nié, affirmant que sa braguette en métal rendait cela impossible. Il a même intenté une contre-action pour se disculper. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable. Mais ce ne fut pas la seule fois où il eut des ennuis avec la justice. En 2016, une plongeuse de son restaurant, le Rock and Brews, l'accuse de l'avoir agressée. Une autre femme déposa une plainte similaire en 2017. Les deux affaires furent discrètement résolues en 2018. En 2018, bien qu'il ait souvent qualifié ces poursuites de sans fondement, elles s'accumulaient et laissaient entrevoir une tendance inquiétante. Malgré tout, sa fortune continua de croître. En 2015, la fortune de Gene Simmons dépassait les 400 millions de dollars. Cette fortune ne provenait pas seulement de la musique, mais aussi des montagnes de produits dérivés Kiss. Plus de 100 millions d'albums vendus et des tournées incessantes. En 2012, il a lancé avec Paul Stanley une chaîne de restaurants appelée Rock and Brews, qui s'est étendue à plusieurs établissements. Il s'est également impliqué dans des projets insolites comme The Vault, une compilation d'enregistrements rares à 2000 $, sortie en 2017. En 2018, il a rejoint Invictus MD, une entreprise de cannabis, en tant que directeur évangéliste. En 2013, il a racheté l'équipe de football américain de la LA Kiss Arena, qui a fermé ses portes quelques années plus tard. En 2025, sa tournée solo lui rapportait à elle seule des revenus à 6 chiffres par concert, sans même avoir besoin de l'aide de la Kiss Arena. Sa relation avec Shannon Tweed a débuté en 1983 au Manoir Playboy. Shannon, nommée Playmate de l'année en 1982, est entrée dans l'univers de Gene. Consciente de sa réputation, il revendiquait près de 5-0 amants en 2002, mais ils avaient néanmoins construit leur vie ensemble. Leur fils Nick est né en 1989 et leur fille Sophie en 1992. Gene plaisantait en disant que le mariage était un piège. Satan Groucho Marx, mais son comportement a fini par pousser Shannon à bout. En 2011, elle a quitté l'émission de Joy Behar, le traitant de porc. Plus tard cette année-là, elle a découvert sa collection de Polaroids explicites et les a diffusés. Ce moment a choqué ses fans. Mais quelque chose a changé. Gene l'a demandé en mariage au Belize le 26 juillet 2011. Et ils se sont mariés le 1er octobre. Nick était le garçon d'honneur et Sophie la demoiselle d'honneur. C'était émouvant et inattendu, surtout après 28 ans de résistance. Leur émission de télé-réalité n'a pas réussi à cacher la tension. Le tournant est survenu lors de la 6e saison, après qu'une photo de Gene avec 2 mannequins lors d'un événement à Santa. Monica, en 2009, a contraint Shannon à quitter temporairement la série. La série les a suivis en thérapie, où elle a confié n'avoir jamais accepté une relation libre et s'être sentie désemparée. Gene a finalement avoué avoir une profonde peur de l'engagement en raison de son enfance. Le moment où il l'a demandé en mariage a pris tout le monde de court. La série, qui a duré 167 épisodes, a dévoilé bien plus que leur relation. Elle a révélé la douleur et la pression qui se cachent derrière la célébrité. En 2018, l'image de deur à cuire de Gene s'est brisée. Sa mère, Flora Klein, est décédée le 5 décembre à l'âge de 93 ans. Survivante de l'Holocauste. Elle avait enduré les horreurs des camps nazis et perdu sa propre mère dans une chambre à gaz. Après avoir immigré en Israël puis à New York en 1958, elle a élevé Gene seule. Il lui a toujours attribué le mérite d'avoir façonné ses valeurs. Sa mort l'a bouleversé. Sur Instagram, il la considérait comme sa boussole morale et exhortait les gens à chérir leur mère. Sa femme, Shannon, la qualifiait de grand-mère idéale et Paul Stanley la décrivait comme une femme d'une tendresse inébranlable. Pour une fois, les fans ont vu Gene sans masque. Même ses enfants n'ont pas été épargnés par les projecteurs. En 2010, son fils Nick a eu des ennuis à cause de sa bande dessinée, Incarnate, accusé de plagiat du manga japonais Bleach. Les fans ont montré des comparaisons exactes entre les cases et ont exigé des comptes. L'éditeur a retiré la bande dessinée et Nick s'est excusé, affirmant qu'il s'agissait d'un hommage. Mais la réaction négative n'a pas disparu. Les critiques ont qualifié le dessin d'amateur et la copie trop flagrante. Gene a défendu son fils, mais l'incident a porté atteinte à la crédibilité de Nick en tant que créateur et l'a suivi dans leur émission de télé-réalité.
L'habitude de Gene de dire exactement ce qu'il pense a provoqué de nouveaux problèmes en 2024. Le 8 octobre. Lors d'une apparition dans l'émission Dancing with the Stars, il a tenu des propos sur les danseuses que beaucoup ont jugés effrayants. Au lieu de se concentrer sur leur performance, il n'arrêtait pas de vanter leur beauté. Un commentaire sur Chandler Kinney, embuant ses lunettes, est devenu viral pour de mauvaises raisons. Les réseaux sociaux se sont embrasés, le traitant d'oncle grossier, et des gens ont exigé des excuses d'ABC. Gene n'a pas cédé. Dans une interview du 10 octobre, il a affirmé qu'il maintenait ses propos. Puis est arrivé le package pour les fans en avril 2025. Pour 12 495 billets non compris, les fans pouvaient vivre l'expérience ultime de Gene Simmons, où il devenait son roadie d'un jour. Il pouvait participer aux balances, manger en coulisses, et même être présenté sur scène. En plus de recevoir une guitare basse dédicacée, les critiques ont critiqué l'événement, le qualifiant d'impudent et de dénué de tout sens, surtout en période de crise économique. Mais le forfait a été épuisé. Un fan, une soldate à la retraite, a payé pour l'expérience et a déclaré que cela valait chaque centime. Malgré tout, le couple a relancé le débat sur la cupidité des célébrités, surtout compte tenu de la richesse de Gene. La controverse ne s'est pas arrêtée là. Le 13 août 2025, le président Trump a annoncé que Kiss recevrait les honneurs du Kennedy Center. Les fans étaient perplexes. 3 ans plus tôt, Gene avait fustigé Trump lors d'interviews, le qualifiant d'odieux pour avoir propagé la haine. Après le 6 janvier, il avait même comparé l'ascension de Trump à des cafards sortant des murs. Mais voilà que le groupe acceptait un prix de sa part. Internet a été saturé de mèmes et d'accusations d'hypocrisie. Simmons n'a pas commenté, mais son silence en dit long. En 2025, Simmons a également repris la route en solo. Lors du rallye moto de Sturgis, le 3 août, il s'est produit sans l'habituel habillage Kiss, racontant ses 50 ans de carrière. Mais tout le monde n'était pas ravi. Certains billets coûtaient plus de 5 cents d'or et le forfait VIP a irrité le public. Le 23 mars, plusieurs concerts furent annulés en raison de faibles ventes. Les fans estimaient qu'il était allé trop loin, privilégiant le profit au détriment des fans qui l'avaient fait grandir. Pourtant, Gene insistait sur le fait que les choses étaient plus faciles maintenant, sans l'énorme dispositif Kiss. À la mort d'Ozzy Osbourne, le 23 juillet 2025, Gene s'est effondré lors d'une interview sur CBS Mornings. Il s'est souvenu de la première partie de Black Sabbath par Kiss en 1975 et a parlé d'Ozzy comme d'un véritable artiste sans ego. Il a même révélé que Kiss avait refusé une tournée avec Sabbath dans les années 70 en raison de leur forte consommation de drogue. Simmons voulait préserver l'image de son groupe. Ce détail a stupéfié les fans. Malgré son potentiel choc et son image extravagante, Gene Simmons avait toujours gardé le contrôle.